Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un petit cours complément du cours précédent. Le cours précédent nous avait permis de comprendre le fonctionnement de la respiration de manière générale et on avait vu l'anatomie du système respiratoire. Aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu au phénomène physique qui permet la respiration. Donc on commence par un rappel de la composition de l'air. L'air, c'est 78% de diazote, 21% de dioxygène et 1% de gaz autre. Ça inclut le dioxyde de carbone. Pourquoi on fait ce rappel? Eh bien, on va pouvoir aborder le concept de la pression. Donc la pression, on vient de dire que l'air, c'est des molécules. Eh bien, la pression de l'air qui s'accumule au-dessus de nous en une couche de plusieurs kilomètres de hauteur, forme ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Donc, on a une immense colonne d'air qui est posée à la surface de la Terre, donc l'atmosphère, et cette hauteur de molécules, sous l'effet de la gravité, ces molécules sont attirées vers le centre de la Terre, et donc ça exerce une pression. C'est ça qu'on appelle la pression atmosphérique. Donc c'est la force exercée par la colonne d'air au-dessus de nous, donc sur une surface, donc nous on a une certaine surface, et évidemment plus on va monter en altitude, moins il y aura d'air au-dessus de nous, donc plus la pression va diminuer. C'est ce qu'on voit ici, on voit la hauteur en altitude et on voit la pression atmosphérique en hectopascal, c'est une unité de pression qui diminue au fur et à mesure qu'on monte, bien sûr, puisque, on le répète, il y a moins d'air au-dessus. Alors ce concept de pression qu'on utilise pour définir la pression atmosphérique, eh bien c'est le même qu'on va utiliser dans l'eau. Alors à ce moment-là, on appellera ça la pression hydrostatique. Et vous êtes déjà descendu dans l'eau en profondeur très certainement. Vos oreilles vous ont fait sentir qu'il y avait quelque chose de particulier qui arrivait au bout de quelques mètres à peine sous l'eau. Eh bien c'est la pression de l'eau au-dessus de vous. La pression donc hydrostatique, c'est la pression exercée par la colonne d'eau qui est au-dessus de nous. Donc la pression augmente bien plus vite qu'avec la pression atmosphérique puisqu'il y a beaucoup plus de molécules d'eau empilées au-dessus de nous. L'eau est un fluide qui est beaucoup plus compact que l'air. Donc quand on descend de quelques mètres seulement, on a déjà énormément de molécules qui nous écrasent. Alors cette pression n'est pas exercée seulement sur les oreilles, mais sur le système respiratoire aussi. Et c'est la raison pour laquelle il faut de l'air sous pression, donc comprimé, pour pouvoir respirer en profondeur. Donc si l'air ne sortait pas sous pression, on n'aurait pas la capacité, on n'arriverait pas à ouvrir donc notre cage thoracique pour respirer, étant donné la pression exercée sur notre abdomen et sur notre cage thoracique, bien sûr. Alors, qu'est-ce que la pression dans un volume fermé? Donc la pression dans un volume fermé, c'est en fait l'impact des molécules qui se déplacent dans ce volume. Donc là, vous avez un volume représenté. Et ce qu'on va appeler la pression qu'il y a dans cette boîte, par exemple, si elle est fermée, eh bien, c'est l'effet de ces petites molécules qui bougent. Alors bon, l'animation s'arrête, mais en réalité, ça s'arrête pas de bouger. Et donc, en percutant les parois, il y a une force de manière générale qui va se dégager, donc que la paroi ressent. Donc l'impact de toutes les molécules qui la percutent de manière homogène un peu partout, c'est ça qui crée ce qu'on appelle la pression à l'intérieur du contenant. Alors pourquoi on voit ça dans ce cours? Eh bien on va d'abord déjà faire un petit lien avec la respiration dans quelques instants, mais déjà on va essayer aussi de réfléchir à qu'est-ce qui se passe si jamais on diminue le volume de ce contenant. Donc pour pouvoir comprendre le principe de la respiration, il faut bien comprendre le phénomène dont je vais vous parler maintenant. Donc vous voyez ici, vous avez un volume, donc un contenant qui est fermé, qui est hermétique, et vous avez un couvercle par-dessus. Les molécules à l'intérieur ici se déplacent, et on va appuyer sur le couvercle pour faire diminuer le volume de notre contenant. Donc les molécules à l'intérieur auront moins de place. Alors étant donné qu'elles auront moins de place, eh bien elles vont percuter plus souvent les parois du couvercle et du contenant, ce qui va créer une pression plus forte. Donc ce qu'on retient, c'est que lorsqu'on a un gros volume et qu'on fait diminuer le volume, la pression augmente à l'intérieur du contenant. Et l'inverse est vrai, si on a un petit volume avec des molécules à l'intérieur et qu'on soulève le couvercle, l'espace sera plus grand pour le déplacement des molécules. À ce moment-là, elles percuteront moins souvent les parois et donc la pression sera moins forte. En résumé, si on diminue le volume d'un contenant,
la pression augmente à l'intérieur. Si on augmente le volume d'un contenant, la pression diminue à l'intérieur. Alors, c'est ce qu'on va voir ici maintenant. Lorsqu'on augmente le volume d'un espace, on diminue sa pression. Donc, regardez ici, on va avoir le volume qui augmente. Et vous voyez ce qu'on a représenté ici, le P a diminué. Donc, la pression à l'intérieur a diminué. C'est ce qu'on avait dit précédemment. Si on augmente le volume d'une boîte fermée, les molécules à l'intérieur percutent moins souvent les parois, donc la pression diminue. Et si jamais il y a un trou dans ce contenant, à ce moment-là, on a une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Si l'intérieur et l'extérieur au début étaient à pression égale, et que là maintenant, donc le P à l'extérieur, c'est la pression n'a pas bougé, elle. Si la pression a diminué ici et que la pression a augmenté, alors naturellement, les molécules sont plus agitées, sont pas plus agitées, mais elles vont essayer d'aller prendre l'espace qui s'est libéré à l'intérieur ici, et donc il y a des molécules qui vont rentrer tout simplement jusqu'à ce que la pression s'équilibre, jusqu'à ce qu'elles aient la même place partout pour se déplacer. Donc en résumé, en augmentant le volume, on a fait diminuer la pression, et s'il y a un petit trou à l'intérieur du contenant, les molécules de l'extérieur de la boîte sont rentrées à l'intérieur pour aller combler les vides tout simplement. Si on fait l'inverse maintenant, donc on a une boîte qui contient des molécules et on va diminuer le volume. Alors à ce moment-là, les molécules vont percuter plus souvent les parois, donc la pression va augmenter. Donc c'est comme si elles ont moins de place pour exercer leur mouvement. Et que se passe-t-il s'il y a un trou dans cette boîte? À ce moment-là, les molécules vont avoir plutôt tendance à sortir de la boîte, vu que la pression à l'intérieur est plus forte et la pression à l'extérieur est moins forte. Donc les molécules vont chercher à avoir plus d'espace et elles vont sortir de la boîte tout simplement. Donc en résumé, en augmentant le volume, la pression avait diminué à l'intérieur et s'il y a un trou, l'air va rentrer. Et en diminuant le volume, la pression augmente à l'intérieur et à ce moment-là, les molécules vont avoir plutôt tendance à sortir. C'est exactement ce qui se passe lors de la respiration. On en a déjà parlé dans le cours précédent. Lors de l'inspiration, le diaphragme tire les poumons vers le bas, ce qui fait augmenter le volume des poumons. Et on vient de le dire, lorsqu'un volume augmente, la pression diminue à l'intérieur, ce qui fait que l'air qui est à l'extérieur va rentrer. À l'inverse, lorsque l'on expire, le diaphragme se relâche, les poumons remontent, donc le volume diminue, la pression augmente à l'intérieur, et à ce moment-là, l'air va plutôt avoir tendance à sortir. Donc, c'est vraiment un phénomène physique qui cause la respiration, qui est causé par la contraction et le relâchement du diaphragme, et on l'avait déjà dit, des muscles, des côtes qui vont se contracter et se relâcher. Et en exerçant cette contraction et ce relâchement, on modifie le volume des poumons, ce qui modifie la pression à l'intérieur, ce qui va faire que l'air va rentrer ou sortir. Alors maintenant, on peut s'intéresser rapidement au volume d'air que l'on fait rentrer ou sortir de nos poumons. Donc de manière générale, vous avez ici des poumons qui sont représentés par certains volumes d'air. Donc lorsque vous respirez, en ce moment probablement, au moment où vous regardez cette vidéo, vous faites des petites respirations simples. Donc vous échangez probablement 1 demi-litre d'air à chaque inspiration-expiration. Donc c'est représenté ici. Ça c'est le volume d'air lorsque vous inspirez. Il y a un petit peu plus d'air dans vos poumons. Là c'est le volume d'air lorsque vous expirez. Donc au repos, on fait une variation de 1 demi-litre d'air entre l'inspiration et l'expiration. Si on fait une inspiration forcée, donc là on s'oblige à faire rentrer plus d'air, donc on prend beaucoup de place avec nos poumons, il y a beaucoup plus d'air qui rentre, donc on peut faire rentrer 2,5 litres d'air de plus, comme vous voyez voir ici, donc le volume augmente énormément. Ensuite on peut se relâcher, tranquillement, et si jamais on fait une expiration forcée, donc là au moment où vous respirez, sans prendre votre air, sans rajouter de l'air, forcez-vous à vider le plus possible vos poumons. À ce moment-là, vous allez être capable de sortir 1,5 litre de plus. Vous ne serez jamais capable de vider tout l'air de vos poumons. Il va toujours rester de l'air. Donc, ce qu'on appelle le volume résiduel, 1,5 litre à peu près d'air que vous ne pourrez jamais vider. L'asthme est une maladie qui est relativement commune, qui est une inflammation chronique des bronches, qui vont avoir moins d'espace à disposition pour que l'air rentre et sorte. Et donc, en fait, le Ventolin, la ventoline, la substance, elle permet aux bronches de se dégager, de se décontracter.
donc de se dilater en réalité pour que l'espace augmente. Sinon, on a du mal à faire rentrer et sortir l'air, tout simplement. Alors, c'est un rappel du cours précédent. On se rappellera quand même que la respiration a un but principal, c'est de faire rentrer du dioxygène dans les petits globules rouges que vous voyez ici, et de faire sortir le dioxyde de carbone. Donc on se rappelle que les globules rouges arrivent pleins de dioxyde de carbone. Au moment de l'expiration, les artérioles pulmonaires se débarrassent de leur dioxyde de carbone. Ensuite, les globules rouges avancent et au moment de l'inspiration, les globules rouges maintenant libres, vides, vont pouvoir s'enrichir en dioxygène et repartir par les petites vénules pour aller vers le cœur. Le pneumothorax, c'est un accident qui va intervenir si jamais les poumons se décollent de leurs parois. Donc c'est extrêmement grave évidemment, puisque quand le diaphragme descend, eh bien il ne tire plus les poumons. Donc les poumons sont contractés. Alors il n'y a plus d'échange gazeux et c'est une suffocation rapide qui va avoir lieu. On se rappelle également que tout ça, donc le dioxygène qui rentre et le dioxyde de carbone qui s'en va, ça a un but, c'est d'envoyer le dioxygène dans les cellules pour qu'elles réalisent la respiration cellulaire. Et donc en fait, on voit que ce cycle tourne en rond. On a la respiration qu'on fait dans les poumons qui se débarrasse du dioxyde de carbone qui vient des cellules et qui permet de récupérer du dioxygène qu'on envoie aux cellules. Et on a les cellules qui récupèrent le dioxygène, qui font de la respiration cellulaire, qui font de l'énergie et qui créent du dioxyde de carbone qui sera renvoyé dans les poumons. On termine en se questionnant sur combien de fois on respire en une minute. Eh bien, c'est à peu près 12 à 20 fois par minute que l'on va faire un cycle respiratoire, donc inspiration, expiration. Une dernière petite maladie sur le cancer des poumons. Il s'agit bien sûr, donc comme tous les cancers qu'on a croisés, de tumeurs qui vont se développer à l'intérieur des poumons et qui vont gêner la respiration, bien sûr. Le tabagisme aggrave, en fait, augmente énormément le risque de cancer du poumon. Voilà pour ce cours.